Quiconque veut sauver l'Ukraine, quiconque veut éviter une défaite militaire catastrophique, ne peut le faire qu'en entamant des négociations avec la Russie. C'est la seule façon d'empêcher cela. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et passez une très belle journée, mesdames et messieurs, chers amis de près et de loin. Je suis heureux de vous accueillir à cette émission spéciale de Weltwoche Daily, l'autre perspective, ce jeudi 29 février 2024, avec un invité de marque. Il s'agit de l'ancien général de l'OTAN, Harald Kujat, qui a souvent analysé les événements en Ukraine pour la Weltwoche. Monsieur le Général, Monsieur Kujat, je vous souhaite la bienvenue à Weltwoche Daily. Comment allez-vous? Bei Weltwoche Daily, wie geht es Ihnen? Je vais bien. Chaque fois que je parle avec vous, Mresh, parce que vous diffusez une ambiance si joyeuse. Vielen Dank. Merci beaucoup. Parfois, on ne peut affronter la folie du présent qu'avec gaieté. Ja, On est soit joyeux, soit cynique. Alors nous décidons d'être joyeux. ja, für eine grundsätzlich lebensbejahende, zuversichtliche. Oui, pour une attitude fondamentalement positive et confiante, qui est finalement la seule rationnelle. Je voudrais parler avec vous des développements récents en Europe, dans l'Union européenne. Nous avons entendu de la part du président français Macron qu'il a évoqué l'envoi de troupes terrestres de l'OTAN en Ukraine. Il y a des déclarations similaires en Europe centrale et orientale. Comment évaluez-vous cela? Qu'est-ce qui se signifie cela? Was steckt da dahinter und was würde es bedeuten? Nun, ich habe erwartet, dass diese Diskussion jetzt. Eh bien, je m'attendais à ce que cette discussion surgisse à cette période. J'ai également signalé depuis des mois que cette discussion allait arriver, à savoir lorsque se profilerait une défaite militaire de l'Ukraine. Tous ceux qui parlaient auparavant très euphoriques d'une victoire militaire de l'Ukraine, ou même d'un gain de guerre de l'Ukraine, se trouvent maintenant dans une situation difficile. En partie, si l'on suit la discussion, la panique commence déjà à se manifester. Ce serait la dernière possibilité pour empêcher une défaite militaire catastrophique de l'Ukraine. Militärische Niederlage der Ukraine zu verhindern. Ist das, wenn ich hier gerade einhaken darf, ist das für Sie Est-ce pour vous un bruit désespéré? Sont-ce des signaux, des coups de semonce de ceux qui, en quelque sorte, sifflent à bout de souffle? Ou faut-il prendre ces scénarios d'escalade au sérieux? Est-il vraiment envisageable que l'Occident, que l'Europe, que les Américains envoient des troupes de l'OTAN en Ukraine? NATO-Truppen in die Ukraine schicken? Ich glaube, wir müssen da differenzieren. Je crois que nous devons faire la distinction. Les États-Unis et la Russie ont clairement indiqué dès le début qu'ils voulaient absolument éviter une confrontation entre l'OTAN et la Russie, en particulier entre les soldats américains et russes. Le président Biden a même tracé des lignes rouges. Je me souviens de la livraison de lance-roquettes HIMARS et de missiles Attack-MS. Dans les deux cas, la version à longue portée n'a pas été livrée. Donc pour les Attack-MS, celle avec une portée de 300 km, mais la version plus ancienne qui n'atteint que 160 km. Die ältere Version, die nur 160 Kilometer schießt, und hat eindeutig dazu gesagt, wir machen dies, damit. Et il a clairement dit que nous faisons cela pour que aucune attaque ne puisse se produire en profondeur sur le territoire russe. Nous voulons éviter un conflit. Cela pourrait avoir un effet d'escalade, conduisant à ce que nous ne voulons pas vraiment. Vous avez raison, il y a maintenant aussi une pression de justification chez certains qui ont propagé de la propagande à outrance en Europe. Je vais jusqu'à dire qu'il y a eu des mensonges, de vrais mensonges, pour surestimer les performances des forces armées ukrainiennes. En même temps, les Russes ont été dépeints comme incapables de diriger et subissant de lourdes pertes. Zu führen, mit hohen Verlusten dargestellt. Das löst sich nun langsam alles auf. Eigentlich ja. Tout cela se dissipe lentement maintenant. En fait, cela a commencé au plus tard début novembre, lorsque le commandant en chef ukrainien de l'époque, Salushny,
a déclaré que la grande offensive avait échoué. L'Ukraine n'est plus en mesure de mener une guerre terrestre offensive. Les forces armées ukrainiennes sont fortement réduites sur un front de plus de 1000 km en raison des pertes extrêmement élevées qu'elles ont subies, notamment lors de la dernière offensive. Elles se replient maintenant sur les conseils des États-Unis. Le président Zelensky a exclu cela à Davos et à Munich, mais de facto, cela a déjà commencé. In München, aber de facto hat das längst begonnen. Präsident Zelensky hat davon gesprochen, die Ukraine Le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait perdu 31 000 soldats. Le commandant en chef russe Shoigu a mentionné un chiffre de 441 000 soldats ukrainiens morts. Avez-vous une idée de la situation en ce qui concerne les pertes du côté ukrainien et du côté russe? der ukrainischen Seite und der russischen Seite angeht? Also 31.000 ist natürlich völliger Unsinn. Das ist Alors, 31 000 est bien sûr un non-sens total. Il est tout à fait clair que les deux parties ne représentent pas correctement leurs propres pertes. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi une guerre de l'information. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Les Américains ne reçoivent pas non plus de chiffres précis de la part des Ukrainiens, mais ils ont des moyens de vérifier les pertes. De plus, on peut également déduire du déroulement de la conduite des opérations quel est le rapport des pertes du côté ukrainien et du côté russe. Il faut toujours préciser que lorsque nous parlons de pertes, nous entendons les soldats tués et aussi les soldats si gravement blessés qui ne peuvent plus être déployés. Soldaten, die so schwer verwundet sind, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Und das Verhältnis ist unterschiedlich, das hängt davon ab, ob man sich in der Verteidigung... Et la relation est différente. Cela dépend si l'on se trouve en défense ou si l'on mène des opérations offensives. Regardons les derniers mois, c'est-à-dire depuis le 4 juin, lorsque la grande offensive de l'Ukraine a commencé. L'Ukraine a dû faire face à de grandes difficultés, car l'attaquant devait s'exposer sur le terrain et était pratiquement piégé dans les positions défensives profondément échelonnées. Les forces russes, de l'autre côté, se trouvaient dans des positions protégées. De plus, la Russie possède la suprématie aérienne absolue sur la zone d'opération et a pu utiliser ses hélicoptères de combat pratiquement sans entrave. Praktisch ungehindert einsetzen konnte. Und die haben natürlich insbesondere Panzer. Et ils ont bien sûr pris pour cible principalement des chars, y compris des chars occidentaux. À cela s'ajoute quelque chose qui n'est pas du tout abordé en Occident. Depuis les années 70, les Russes ont développé une capacité technologique qui leur confère des avantages énormes en temps de guerre. Nous l'appelons ISR, c'est-à-dire intelligence, surveillance, reconnaissance. Il s'agit de créer un réseau de satellites, de reconnaissance par drone et d'autres moyens de reconnaissance, et de le relier étroitement au système d'armes. Cela signifie qu'une cible, dès qu'elle est détectée par ce système ISR, peut être immédiatement attaquée. Nous disons sans délai. Sofort bekämpft werden kann. Wir sagen zeitverzugslos. Na gut, es mögen Bruchteile von Sekunden sein. D'accord, ça peut être des fractions de secondes ou des secondes. Mais en tout cas, en un temps absolument court, cet objectif est combattu. Cela, en combinaison avec la suprématie aérienne, a apporté aux Russes des avantages énormes dans la défense de cette offensive. Il faut également mentionner cela dans ce contexte. Cela a conduit à des pertes énormes du côté ukrainien. C'est aussi la raison pour laquelle une vague de mobilisation est en cours en Ukraine. Pas la première. Il y en a déjà eu plusieurs, dans lesquelles 500 000 soldats doivent être recrutés. Cela signifie donc que les chiffres mentionnés par Shoigu sont beaucoup plus proches de la réalité que les chiffres mentionnés par Zelensky. Il est très intéressant que nos médias rapportent depuis l'invasion des Russes en Ukraine que les forces armées russes causent des destructions massives, y compris parmi la population civile. Nous avons eu dans la Weltwoche, environ 3/4 d'année après cette invasion, une interview avec le président du CICR de l'époque, Peter Maurer. Rotkreuz-Präsidenten Peter Maurer. Und hat festgehalten in diesem Interview, Et il a noté par écrit dans cette interview que pour lui, ce qui est remarquable dans cette guerre,
c'est que le nombre de victimes militaires par rapport aux victimes civiles est beaucoup plus élevé. Les deux parties, tant ukrainiennes que russes, se retiennent beaucoup dans le contexte de la conduite de la guerre, surtout en comparaison avec les guerres précédentes, et traitent la population civile avec précaution, toujours relativement parlant. Cependant, je lis aujourd'hui encore et encore qu'il s'agit d'une guerre dévastatrice contre la population civile. Avez-vous des informations à ce sujet? Ou pouvez-vous donner une évaluation de la manière dont, en plus des morts militaires, la population civile est également affectée? Nun, man kann es ja vergleichen. Eh bien, on peut comparer. Comparons-le une fois avec la guerre de Gaza. Combien de morts civiles y a-t-il là-bas par rapport aux morts mentionnées par l'Ukraine? Les pertes civiles y sont disproportionnellement plus grandes. Die zivilen Verluste. Oder denken Sie, Inziskura. ja, genau. Ich mag das gar nicht sagen, aber vielleicht sollte man auch daran erinnern. Ou je n'aime pas le dire, mais peut-être faut-il aussi rappeler qu'il y a eu une guerre aérienne contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'Allemands ont été tués. C'est totalement disproportionné par rapport à ce qui se passe là-bas. J'ai aussi l'impression que les forces russes visent principalement l'infrastructure militaire. Une conséquence de l'attaque sur le pont de Kerch a été que la Russie a commencé à bombarder les infrastructures d'approvisionnement comme l'électricité et le gaz. Cela a bien sûr aussi un rapport. Je sais qu'on va maintenant m'accuser de justifier cela. Also ich weiß, man wird mir jetzt vorwerfen, ich rechtfertige das. Ich rechtfertige das gar nicht. Ich versuche nur die Fakten darzustellen. Je ne justifie pas cela du tout. J'essaie seulement de présenter les faits. 2 millions de civils vivent également en Crimée. Pour eux, le pont de Kerch est une bouée de sauvetage. Ils sont approvisionnés par ce pont. C'est pourquoi la Russie a réagi de cette manière, en attaquant massivement l'infrastructure d'approvisionnement. J'ai l'impression qu'un bombardement généralisé des installations civiles n'a pas lieu. Bien sûr, il y a des destructions considérables dans l'infrastructure civile dans la zone de combat. Nous le voyons maintenant aussi avec l'AfD/FK, mais nous l'avons également vu à Bakhmut et dans d'autres endroits. Il y a des destructions énormes. Da finden natürlich gewaltige Zerstörungen statt. Im Grunde werden diese Städte dem Erdboden gleichgemacht. Aber en gros, ces villes sont rasées. Cela est dû au fait que des villes comme Avdiivka ou Bakhmut sont fortifiées par les forces armées ukrainiennes. À Bakhmut, par exemple, des combats ont eu lieu comme à Stalingrad. Les Ukrainiens étaient au premier étage, les Russes au rez-de-chaussée. Bien sûr, beaucoup de bâtiments ont été détruits, bien qu'il y ait encore un petit nombre de civils dans beaucoup de ces endroits. La plupart ont fui. Mon impression est, pour faire court, qu'on essaye de préserver les infrastructures civiles. Die zivile Infrastruktur, zumindest es wird versucht, sie zu schonen. Und Sie sehen das auch in Kiew, da findet das Leben ganz normal. Et vous le voyez aussi à Kiev, la vie se déroule tout à fait normalement, comme s'il n'y avait pas de guerre. C'était complètement différent à Berlin en 1945. Mais cela tient évidemment aussi au fait qu'on essaye dans une telle guerre d'agir économiquement. Il est peu rentable de détruire des maisons civiles si l'on ne veut pas mener des attaques terroristes pour démoraliser la population. Il faut utiliser les moyens de combat disponibles là où ils ont un impact direct sur la guerre. Et j'ai l'impression que la Russie le fait. Unmittelbar auf den Krieg auswirkt. Und ich habe den Eindruck, dass Russland das tut. Comment évaluez-vous cela en tant que militaire, qui a dû faire face à différents scénarios? Peut-être encore une très brève évaluation. Si une armée, comme celle de l'Ukraine actuellement, se retranche dans des villes, comment évaluez-vous cela? Nous l'avons également vu à Mariupol. Est-ce une tactique que l'on utilise lorsqu'on est attaqué, comme c'est le cas actuellement par les Russes? Ou est-ce aussi une stratégie discutable de Kiev d'avoir précisément déclaré ces villes comme des points chauds? Ou est-ce militairement inévitable, compte tenu de la situation? Peut-être encore une évaluation à ce sujet. Nun, das ist eine Folge der Tatsache, dass die Ukraine Eh bien, c'est une conséquence du fait
que l'Ukraine n'est pas capable de mener un combat mobile, un combat d'armes combinées. C'est en fait le type de défense le plus efficace. On évite l'ennemi là où on peut et on l'attaque sur le flanc. C'est la conduite classique des opérations. L'Ukraine n'en est pas capable. Elle doit donc choisir cette voie pour maintenir le terrain et le territoire. Ainsi, on engage l'adversaire dans une sorte de combat urbain où c'est très serré et coûteux en pertes. Nous avons fait cela en Allemagne vers la fin de la guerre. Certaines villes ont été déclarées forteresses. Le problème est que l'ennemi peut en profiter. Et les Russes l'ont fait. Je vais l'expliquer tout de suite. Le deuxième problème est le risque de manquer le bon moment pour abandonner cette forteresse. C'est exactement ce qui s'est passé à Azovstal. Il y a eu une fuite chaotique. De nombreux soldats ukrainiens ont été tués et beaucoup ont été faits prisonniers par les Russes parce qu'ils ont manqué ce moment. Peut-être seulement 2 ou 3 jours, mais cela suffit déjà. Les Russes avaient encerclé la ville de 3 côtés et laissé un accès à l'ouest pour inciter les Ukrainiens à envoyer continuellement de nouvelles troupes dans ce moulin à sang. Car c'est la stratégie russe. C'est du Clausewitz pur. Rends l'adversaire impuissant, alors tout te reviendra automatiquement. Tu rends l'adversaire impuissant lorsque ses forces armées ne peuvent plus combattre et qu'il subit des pertes si importantes qu'il ne peut plus mener une défense efficace. Zelensky aurait-il eu un autre choix? Ou a-t-il en quelque sorte involontairement joué le jeu des Russes en laissant son armée et ses brigades les plus importantes se faire détruire dans ses forteresses? Oui, il y avait une nette différence d'opinion sur cette question entre le commandant en chef Salushny et Zelensky. Salushny, en tant que militaire, s'est efforcé de minimiser les pertes autant que possible. Il aurait également tenté de sortir de la forteresse dès que la situation devenait désespérée, tant que le chemin était encore ouvert. À Azovstal, en effet, la sortie devenait de plus en plus étroite, de sorte que les soldats ukrainiens se retrouvaient même à portée des armes légères des Russes et subissaient ainsi des pertes considérables. Cela signifie qu'il était clairement trop tard. Zelensky poursuit une autre politique, je dois dire, pas une autre stratégie. Il essaye de démontrer que l'Ukraine est non seulement capable de tenir le terrain, mais aussi de reconquérir mètre carré par mètre carré. Il croit seulement ainsi pouvoir continuer à compter sur le soutien de l'Occident. Personne ne parie sur un cheval boiteux, dit-on généralement. L'Occident n'investit que s'il croit, même à tort, qu'il y a encore une chance de renverser la situation stratégique en faveur de l'Ukraine. Et c'était l'intention de Zelensky. Cela a également conduit à des disputes répétées entre lui et son commandant en chef. Salushny a dit que nous essayons de reconquérir mètre carré par mètre carré et que nous subissons un tribut de sang extrêmement élevé. C'est exactement le fait dont nous parlons en ce moment. Comment ils sont en fait tombés dans le piège tendu par les Russes. C'est en fait quelque chose de douteux quand on considère que le président donne ses ordres de maintien. Bien que le commandement suprême de l'armée lui dise que c'est beaucoup trop coûteux, que nous ne pouvons absolument pas nous le permettre. Ces slogans de persévérance donnés par la politique sont, à mon avis, examinés de manière beaucoup trop peu critique dans nos médias. Il faudrait critiquer cela. Lorsqu'un commandant en chef voit qu'il ne peut pas tenir un front, mais ordonne quand même à ses troupes de rester dans cette ville. J'ai lu des rapports dans les médias anglo-saxons qui sont beaucoup plus critiques que les nôtres. Le New York Times a écrit que c'était une retraite absolument chaotique, en quelque sorte une fuite désespérée à la fin. À votre avis, Zelensky, si vous étiez maintenant le commandant en chef des forces armées ukrainiennes,
ukrainienne? N'est-il pas allé trop loin? Streitkräfte. Ist er da nicht zu weit gegangen? Natürlich ist er ist nicht nur da in AfD zu weit gegangen, auch vorher im Bien sûr, il n'a pas seulement dépassé les bornes là-bas, mais aussi auparavant à Bakhmut et à d'autres endroits. En fin de compte, c'est la politique qui décide. Cela a toujours été ainsi, même dans les guerres précédentes. Je ne veux pas maintenant remonter l'histoire allemande, mais combien de fois avons-nous vu dans le passé qu'il est dit que nous tiendrons jusqu'au dernier homme? Cette philosophie de la forteresse est complètement dépassée à l'ère moderne. L'effet des armes d'aujourd'hui ne tient pas compte des maisons ou des villes fortifiées. C'est absurde, mais c'est un signal politique qui y est associé. ein politisches Signal, das damit verbunden ist. Aber Und das er natürlich gibt, weil er sich da Et qu'il le fait naturellement, parce qu'il espère ainsi obtenir une aide militaire. Je ne veux pas non plus critiquer Zelensky depuis mon fauteuil sécurisé. Je dis juste qu'il devait peut-être le faire de son point de vue, pour prouver à l'Occident qu'ils ne sont pas un parti perdant et qu'ils ont encore une chance. Partei. Wir haben immer noch eine Chance. das ist richtig, nur man muss versuchen, einen vernünftigen Mittelweg zu C'est vrai, mais il faut essayer de trouver un juste milieu. Dans les deux cas, que ce soit Bakhmut ou Avdiivka, je dois dire qu'ils ont été tenus trop longtemps. Et puis, de grandes parties ont été abandonnées, tombant ainsi en captivité russe, car ils ne pouvaient plus sortir. À un moment donné, l'ennemi referme le piège, et alors c'est fini. Il s'agit de maintenir un équilibre raisonnable. Bien sûr, le président est responsable de la poursuite du soutien. Pour cela, il faut aussi obtenir certains succès, c'est tout à fait clair. Mais en fin de compte, il a, tout comme son commandant en chef, la responsabilité de ses soldats. Et c'est le point crucial. Verantwortung auch für seine Soldaten. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Was würden Sie, wenn Sie als Berater Que proposeriez-vous à Zelensky si vous étiez consulté en tant que conseiller? vorschlagen? Was hat er Quelles options lui reste-t-il encore? Nous lisons sporadiquement dans nos médias, un peu plus largement dans les médias anglo-saxons et aussi dans d'autres portails, que les Russes avancent maintenant sur un front plus large. Quelles options militaires Zelensky a-t-il encore? vorrücken? Was hat Zelensky überhaupt noch militärisch für Optionen? Ja, die Russen haben ja genau dieses Szenario. Les Russes avaient exactement ce scénario en tête lorsqu'ils se sont mis en position défensive stratégique. Ils ont dit « Laissez l'ennemi attaquer. Nous avons peu de pertes parce que nous agissons depuis des positions protégées. L'ennemi doit surmonter des barrières de mines et des fortifications sur des kilomètres. » Les Russes ont eu beaucoup de temps pour construire ces positions de campagne. Lorsque l'ennemi est alors suffisamment réduit en termes de force humaine, nous part à la contre-attaque. Reduziert ist, dann gehen wir zum Gegenangriff über. Und das Et c'est ce que nous observons maintenant. C'est en quelque sorte le moment de l'adversaire. Seit Anfang Oktober beobachten wir das. Da Depuis début octobre, nous observons que les Russes agissent différemment de l'Ukraine. die große Offensive, die L'Ukraine a lancé une grande offensive qui a été célébrée comme une grande victoire en Occident, avant même son début. Mais les Russes procèdent de manière ponctuelle. Ils ont maintenant pris Avdiivka. Cela présente un grand avantage. Le terrain autour d'Avdiivka est très plat. Les Ukrainiens doivent se retirer loin en arrière avant d'atteindre des positions qu'ils peuvent vraiment fortifier. Ces positions ne sont pas encore fortifiées. Cela doit d'abord se faire. Si l'ennemi poursuit, il les repousse encore plus loin. Le prochain objectif est Kharkiv. À Kupiansk, les Russes ont rassemblé un nombre considérable de troupes. eine erhebliche Zahl an Truppen zusammengezogen und werden in den nächsten Et ils vont attaquer Kupiansk dans les prochains jours. Et puis il y a Robotyne en bas, où ils attaquent à nouveau. Cela signifie qu'ils procèdent de manière ponctuelle. L'avantage pour eux est que la ligne de défense des Ukrainiens est tellement étirée. Cela rend la défense, bien sûr, extrêmement difficile. En outre, les positions ne sont que maintenant en cours de renforcement. Cela ne fait que commencer. Cela signifie que les Russes vont continuer à pousser. En Occident, on discute toujours du fait que les armes et les munitions changeraient tout. Bien sûr, elles sont également nécessaires, mais les armes seules ne décident pas de la victoire ou de la défaite.
Ce sont les soldats qui utilisent ces armes qui décident de la victoire ou de la défaite. Entscheiden über Sieg und Niederlage. Und diese Mobilisierung, die Et cette mobilisation, qui a déjà commencé il y a des semaines, n'avance pas. On discute encore de cette proposition de loi à la Rada, car on sait que cela ne passe pas du tout bien auprès de la population. C'était aussi un autre point de désaccord entre Zelensky et Zaluzhny. Zelensky voulait que Zaluzhny prenne la responsabilité de la mobilisation de 500 000 hommes. Zaluzhny a dit non, ce n'est pas mon affaire, c'est une affaire politique, c'est votre responsabilité. Donc vous voyez, c'est un sujet très sensible pour la population. Cela montre aussi que les taux d'approbation pour Zelensky chutent de manière dramatique, tandis que les taux d'approbation de Zaluzhny restaient très élevés jusqu'à la fin. bis zum Ende eigentlich sehr, sehr hoch waren. Also hier gehen die Russen und die Russen haben Zeit. Alors ici, les Russes avancent très lentement et de manière ponctuelle. Ils veulent minimiser leurs propres pertes et savent que plus cette guerre dure, plus il sera difficile pour l'Ukraine de maintenir encore du terrain. Je voudrais ajouter que cette stratégie défensive que les Américains ont proposée à l'Ukraine n'est qu'une composante. L'autre composante est que cela signifie essentiellement que la ligne de front sera gelée et que l'objectif stratégique de l'Ukraine de reconquérir le Donbass et la Crimée sera abandonné. C'est le point crucial. La troisième chose qui s'ajoute est que les Américains essayent de se retirer dans cette phase finale difficile. Schwierigen Endphase, sage ich einmal, herauszuziehen. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es Cela ne dépend pas seulement du fait qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir le soutien du Congrès. Cela réussira probablement dans les prochains jours. C'est ce que je suppose. Mais cela ne fait que prolonger la guerre de 3 ou 4 mois. Ensuite, nous serons de nouveau au même point qu'aujourd'hui. Et alors, la question reste toujours en arrière-plan de savoir ce qui se passera si Trump redevient président. Lui qui a dit qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures. Donc il est très opportun pour les Américains de pouvoir dire que nous devons créer une solution à long terme pour l'Ukraine, en arrivant à un cessez-le-feu avec cette ligne de front gelée, ce qui nous permet de reconstruire militairement et économiquement l'Ukraine. Mais ce rythme, ce sont toujours les Européens qui doivent le prendre en charge. sollen die Europäer übernehmen. Genau. Ja? Und wo ist Ihrer Meinung nach im Moment nur ganz kurz das Problem der Russen? Et où voyez-vous actuellement le problème des Russes, qui ont maintenant le dessus et avancent? On pourrait argumenter que les Russes avancent simplement et détruisent et démilitarisent l'Ukraine. Peuvent-ils maintenant simplement continuer à avancer? Ou les Russes ont-ils aussi des problèmes qui rendent probable une solution négociée espérée bientôt? Eine hoffentlich baldige Verhandlungslösung wahrscheinlich machen. Also es hängt davon ab, welches Ziel die Russen verfolgen. Wenn Alors cela dépend de l'objectif que poursuivent les Russes. Si c'est comme on le prétend toujours en Occident, que les Russes veulent conquérir entièrement l'Ukraine et ensuite attaquer des États membres de l'OTAN, alors ils continueront bien sûr à avancer et à essayer de se créer une base de départ pour d'autres attaques, par exemple sur les États baltes, la Pologne ou la Roumanie. auf Polen oder Rumänien. Was Aber Putin allerdings im Cependant, ce que Poutine a catégoriquement rejeté dans l'interview avec Tucker Carlson, c'est qu'il a dit que cela allait à l'encontre de tout bon sens d'attaquer l'OTAN, car cela signifierait la Troisième Guerre mondiale. den Dritten Weltkrieg. deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, beide, Russland C'est pourquoi j'ai également dit au début que tant la Russie que les États-Unis veulent absolument éviter une guerre entre l'OTAN et la Russie. J'estime que l'objectif des Russes sera de consolider les 4 régions qu'ils ont annexées le 30 septembre 2022 dans leurs anciennes frontières administratives. La question reste de savoir s'ils prendront également Odessa. Je pense que oui, ils le feront. Cela a des raisons historiques et stratégiques. Cela couperait l'Ukraine de la mer Noire et établirait la jonction avec leurs troupes en Transnistrie. Par ailleurs, il n'est pas non plus dans l'intérêt des Russes d'occuper entièrement l'Ukraine. das Interesse der Russen
gar nicht die Ukraine völlig zu besetzen. Das Interesse kann gar nicht sein. Denn der Aufwand, L'intérêt ne peut pas être là, car l'effort et le nombre de soldats dont ils auraient besoin pour garder l'ensemble de l'Ukraine sous contrôle seraient énormes. Imaginez, dans la petite RDA, 300 000 soldats russes étaient stationnés. Combien en faudrait-il alors en Ukraine? De plus, cette occupation complète de l'Ukraine signifierait que des soldats de l'OTAN et des soldats russes se retrouveraient face à face. Cela pourrait signifier qu'une erreur humaine ou technique se produise, qui ne pourrait plus être maîtrisée par la politique. Il y a une escalade qui devient incontrôlable. Et alors ils ont exactement ce que les deux États veulent éviter. Jetzt gibt es ja ganz interessante Meldungen und Nachrichten. Il y a des nouvelles et des informations très intéressantes qui sont en partie diffusées dans nos médias, en partie non. Le New York Times a rapporté qu'il y a depuis plus de 10 ans 12 bunkers secrets de la CIA en Ukraine, relativement proches de la frontière russe. Nous avons également entendu parler de la proposition de Macron d'envoyer des troupes terrestres de l'OTAN là-bas, bien qu'il ait, je crois déjà, un peu reculé. Dans le Financial Times, des sources britanniques ont déclaré qu'il ne fallait pas jouer sur ce registre maintenant. Il y aurait d'ailleurs déjà des unités secrètes de l'OTAN en Ukraine. Einheiten in der Ukraine. Und jetzt habe ich mir einfach die Frage gestellt, warum kommt das? Et maintenant, je me suis simplement posé la question, pourquoi cela ressort-il avec ces bunkers de la CIA et maintenant cette discussion sur l'OTAN? Pourrait-il y avoir aussi la signification que l'on veut signaler aux Russes? Faites attention, nous sommes déjà là. Ne dépassez pas les bornes avec vos campagnes. Donc, ce serait en quelque sorte une stratégie de retrait d'avertissement. Ou bien, observons-nous un autre développement, dont Viktor Orban s'est beaucoup inquiété lorsque nous l'avons eu ici à Zurich, lors du discours de Zurich. Il a posé la question de savoir si l'OTAN accepterait que l'Ukraine perde cette guerre. Peut-être votre avis sur ces deux pôles. Zwischen diesen beiden Polen die Einschätzung von Ihnen. Naja, das ist ja auch meine These, nicht? C'est aussi ma thèse que lorsqu'une défaite militaire se profile, les appels se font entendre pour que nos armes occidentales soient suivies de soldats occidentaux. Et puis vient l'argument que sinon la Russie conquérera toute l'Ukraine et marchera ensuite contre l'Occident. Donc c'est une conséquence logique. Je crois que ces fuites avec les bunkers de la CIA, et il y en avait déjà d'autres auparavant, sont en fait diffusées par les Américains pour dire attention, nous sommes déjà allés très loin. Nous ne devrions pas aller plus loin, car le président Biden a été très clair sur la question du conflit avec la Russie. Il a même parlé d'Armageddon qui pourrait survenir. Et en effet, ce risque existe. Donc, je n'ai pas encore répondu à la question. Also, Sie haben ja nicht, die eine Frage habe ich noch nicht beantwortet. Sie haben ja gefragt, was ist die Alternative dazu? Vous avez demandé quelle est l'alternative. Je ne peux dire qu'une chose. Celui qui veut sauver l'Ukraine, celui qui veut éviter une défaite militaire catastrophique, ne peut le faire qu'en entamant des négociations avec la Russie. C'est la seule possibilité pour empêcher cela. Et il faut toujours en tenir compte. C'est aussi en fait une évolution que nous avons presque ignorée, car plus cela dure et plus les progrès militaires de la Russie sont importants, moins il y a de chances que la Russie fasse des concessions. Cela va de soi. Cela signifie que si une défaite militaire totale se produit, les Russes n'auront absolument aucune concession à faire, mais dicteront alors le résultat politique de cette guerre. Das Ergebnis dieses Krieges, das politische Ergebnis dieses Krieges aussieht. Mein Eindruck war, als ich das Interview geschaut habe von Tucker Carlson. Mon impression, en regardant l'interview de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine, était que Poutine avait en gros mené un entretien d'embauche avec l'Occident pendant 2 heures, pour le dire de manière un peu frivole. Il a déployé un effort rhétorique incroyable et est remonté jusqu'au Moyen Âge pour expliquer la légitimité de sa position. Nous avons finalement interprété cela comme une tentative de quelqu'un qui se sent incompris et qui tend en fait la main à l'Occident. Einer, der sich missverstanden fühlt, dem Westen eigentlich die Hand ausstreckt. Und wie Sie sagen, militärisch. Et comme vous le dites, militairement,
les Russes seraient peut-être en position de ne même pas avoir à parler de négociations. Le fait que Poutine ait parlé si explicitement de négociations pourrait être interprété par moi, en tant que Suisse naïf, toujours crédule et optimiste, comme un geste de Poutine tendant la main à l'Occident et disant « Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Je ne veux pas de confrontation totale. Je vois que nous avons encore gagné en nombre. » Noch Zuwachs bekommen da. Ich will vielleicht auch noch einen Punkt machen. Was ich glaube, Je voudrais peut-être aborder un autre point. Je crois que les Russes veulent naturellement consolider les territoires conquis, mais il est également vrai qu'ils veulent établir une zone tampon pour éviter une confrontation avec l'OTAN. C'est d'ailleurs ce que voulaient aussi les Américains. En 1987, le commandant en chef russe, Kvachny, est venu au quartier général de l'OTAN. J'étais alors un jeune général 2 étoiles. Comme un point du programme avait été annulé, j'ai été chargé de l'occuper pendant une heure, ou une heure. Il m'a expliqué, en 2 ou 3 phrases, nous avons ici la Russie et l'OTAN. ich sage jetzt mal in 2, 3 Sätzen nur. Er sagt mir, wir haben hier Russland, wir haben hier die NATO. Und dazwischen ist eine Zone, in der Krisen und Konflikte und sogar Kriege. Et entre les deux, il y a une zone où des crises, des conflits et même des guerres peuvent éclater. Nous devons trouver un arrangement qui empêche l'OTAN et la Russie d'entrer en guerre l'une contre l'autre, car quelque chose pourrait se produire ici que nous ne pourrions pas contrôler. Nous avons alors essayé d'inclure dans le traité de base OTAN-Russie une clause stipulant « Si une partie se sent menacée dans sa sécurité et que l'autre est affectée d'une manière ou d'une autre, alors les deux se réuniront et négocieront en toute confiance et avec le désir d'obtenir un résultat positif. » Mit dem Wunsch, ein positives Ergebnis zu erzielen und so weiter. Aber genau das ist da geschehen. Und ich höre jetzt, Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'entends maintenant que cette idée de zone tampon refait surface, mais sous une autre forme. Les Russes veulent établir une zone tampon en Ukraine. Cela signifie que ce qui restera de l'Ukraine après une éventuelle défaite militaire deviendra de facto une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Cela correspond exactement à ce que Henry Kissinger a dit dans son article de 2014. was Henry Kissinger 2014 in seinem Namensartikel gesagt hat. Ja, in diesem berühmten Dans cet article célèbre, il a également qualifié l'Ukraine de pont entre l'Est et l'Ouest. Ost und Genau. West. Sie darf nicht Elle ne doit devenir ni un avant-poste de l'OTAN contre la Russie, ni un avant-poste de la Russie contre l'OTAN. der NATO werden. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch über die Gefahr einer NATO Nous devons maintenant parler du danger d'une escalade de l'OTAN. Lorsque je regarde les interventions, par exemple dans les pays baltes, je vois dans diverses sources que les journaux parlent déjà de plans de déploiement des Russes avec une invasion dans les pays baltes. Le danger d'une action impérialiste des Russes est donc présenté de manière très concrète, sous forme de jeu de guerre. Ensuite, en Allemagne, nous avons des politiciens du courant dominant bourgeois, comme Roderich Kiesewetter, qui ont explicitement demandé de porter la guerre en Russie, de bombarder des ministères, d'attaquer des raffineries de pétrole et des bases militaires. Ölraffinerien und militärische Stützpunkte. Und wir haben eine Frau Strack-Zimmermann, die mit Et nous avons une femme, Strack Zimmermann, qui apparaît avec un sweatshirt taurus et fait campagne pour envoyer ses missiles de croisière en Ukraine. Cela signifie que nous avons déjà une certaine pression politique de la part de personnes qui sont manifestement sérieusement convaincues qu'il faut maintenant laisser la guerre s'intensifier. Dans quelle mesure ces voix sont-elles représentatives dans les États de l'OTAN? À quel point est-il dangereux que l'OTAN dise quand même « Nous intervenons et voulons voir si les Russes osent encore tirer un coup de feu ». Quel est le risque d'escalade dans le contexte de ces déclarations? eben zitierten Aussagen. Also die NATO wird als NATO nicht reingehen. L'OTAN n'interviendra pas en tant qu'OTAN. J'en suis fermement convaincu. Le principe du consensus s'applique à l'OTAN, ce qui signifie que tous les États doivent être d'accord. Je considère cela comme exclu. Les Américains ne le veulent pas non plus. Ils veulent se débarrasser des problèmes avec l'Ukraine et l'Europe. Regardez le budget de la défense des États-Unis pour 2024. Il est directement axé sur la préparation d'un conflit avec la Chine.
La Chine est le principal adversaire des États-Unis. La Russie ne peut pas menacer la position de superpuissance des États-Unis, mais la Chine le peut. En affaiblissant la Russie, comme les États-Unis envisagent de le faire, on affaiblit indirectement aussi l'allié chinois. Dann schwächt man indirekt natürlich auch den Verbündeten China. Aber der Hauptgegner ist China. Also die NATO geht dort geschlossen nicht. Mais le principal adversaire est la Chine. Donc l'OTAN n'y va pas de manière unie. Ce qui est discuté en arrière-plan depuis un certain temps, c'est si des États individuels y vont. Ces États doivent être conscients, et je pense qu'il ne s'agit pas de membres de longue date de l'OTAN. Ces États doivent être conscients que s'ils y vont bilatéralement, avec 2 ou 3 alliés de l'OTAN, cela ne déclenchera pas l'article 5 du traité. Ils seraient seuls. Bien sûr, on ne sait jamais comment la dynamique évoluerait dans un tel cas, s'il y avait des appels à l'aide de ces États. Si d'autres ne suivraient pas, et si nous serions tous entraînés dans ce bourbier. Und wir dann insgesamt in diesen Sumpf sozusagen hineingezogen werden. Wie gefährlich ist diese Situation? Das haben ja Kriege. À quel point cette situation est-elle dangereuse? Cela peut soudainement s'aggraver, quelque chose d'inattendu se produit, et on se retrouve dans un enfer préliminaire où l'on n'a jamais voulu être. Quelle est selon vous l'ampleur de ce danger? À quel point ce baril de poudre est-il déjà en ébullition? Glüht das schon da in und mottet es in diesem Pulverfass? Also diese Stimmen, die Sie da zitiert haben, die sind Alors, ces voix que vous avez citées sont totalement hors de propos. C'est une particularité allemande. Vous avez cité le New York Times. Le New York Times a écrit il y a quelques jours que les Européens paniquent parce qu'ils évoquent cette menace de la Russie, disant que la Russie pourrait attaquer dans 5 ou 6 ans. C'est une particularité typiquement allemande. Cette infantilisation, comme vous l'avez dit, avec le t-shirt Taurus d'un côté, et ensuite cette démonstration de force, on devrait attaquer la Russie, et nous devons montrer à la Russie. C'est tout simplement ridicule, il faut le dire clairement. ist einfach lächerlich, das muss man ganz deutlich sagen. Jetzt würde man hier natürlich entgegenhalten, es gibt auch Stimmen Maintenant, in der Schweiz, die on pourrait bien sûr objecter qu'il y a aussi des voix en Suisse qui argumentent ainsi. Ils disent que la menace de la Russie est totalement sous-estimée. Les Russes représentent un véritable danger pour l'Occident et l'Europe. Si on ne met pas un panneau d'arrêt à Poutine une fois pour toutes maintenant, il finira par s'étendre de manière impérialiste tôt ou tard. C'est un argument que beaucoup de gens inquiets et raisonnables avancent. Je les crois. Ils ont peur. Que dites-vous à cela? Die haben Angst. Was sagen Sie zu denen? Also die Frage ist ja immer, Alors, la question est toujours, ce que vous avez cité, ces voix, il s'agit essentiellement de la question de la dissuasion. Comment pouvons-nous empêcher la Russie de nous attaquer? On suppose que la Russie a l'intention et qu'à un moment donné, dans 4-5 ans, ou peu importe combien d'années, elle acquérera les capacités nécessaires. On part du principe qu'ils sont affaiblis par la guerre en ce moment, mais qu'ils augmentent énormément le budget de la défense et qu'ils ont basculé vers une économie de guerre. Le fait est que les forces armées russes sont aujourd'hui beaucoup plus fortes qu'il y a 2 ans et aussi beaucoup plus fortes qu'il y a 10 ou 20 ans. auch wesentlich stärker, als sie noch vor 10 oder 20 Jahren waren. Das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen halten. Je pense qu'il faut aussi garder cela à l'esprit. Deuxièmement, si la Russie attaquait l'OTAN, alors l'OTAN mettrait en place une forte défense avec le soutien américain. Cela prendrait un certain temps avant que les renforts n'arrivent ici. Je suis convaincu que la Russie ne serait pas en mesure de remporter une victoire militaire sur l'OTAN. Et les Russes le savent aussi. Mais l'OTAN aurait également un gros problème. En tout cas, il serait extrêmement difficile de repousser les Russes immédiatement. Nous avons besoin des renforts américains qui sont en grande partie rapatriés. Ça prend 4 à 6 mois. Das dauert 4 bis 6 Monate. Es gibt ja auch nicht mehr die Auslagerung von Material. Il n'y a plus de stockage de matériel en Europe. Cela signifie que l'un des 2 camps, et je ne peux pas vous dire lequel ce sera car c'est assez équilibré, mais l'un des 2 camps ne pourra pas atteindre ses objectifs militaires. Et dans cette situation, la question se pose alors, devons-nous recourir à la première utilisation nucléaire? Cela peut être la Russie,
mais cela peut aussi être l'Europe. Cela signifie qu'une guerre pourrait éclater, pas une guerre mondiale comme on le dit toujours, la troisième guerre mondiale, mais une guerre limitée à l'Europe, une guerre pan-européenne, avec le risque également d'une utilisation d'armes nucléaires. C'est pourquoi je plaide également pour que l'Allemagne rétablisse en particulier la capacité de défense nationale et de défense de l'Alliance que nous avons abandonnée, et que l'OTAN dans son ensemble soit également capable de se défendre. Cela ne dépend pas seulement des 2% du budget, mais aussi des questions de structure, ainsi que de l'équipement et de l'armement moderne. Mon mentor pendant de nombreuses années a été Helmut Schmidt, et comme lui, je suis un partisan de la stratégie de l'équilibre. Nous devons établir un équilibre militaire qui interdise à chaque côté de penser à une attaque. Mais il faut en faire encore plus. Cet équilibre militaire doit être politiquement sécurisé en concluant des accords de contrôle des armements et de désarmement. Par exemple, le traité CFE devrait être mis à jour. C'est un traité sur la limitation des forces conventionnelles avec des dispositions de flanc. Les traités que les États-Unis ont unilatéralement résiliés, comme le traité Ciel ouvert, qui assure la transparence et la prévisibilité des actions politiques, devraient être réactivés. Le traité INF, ou un traité successeur, qui empêche une course aux armements nucléaires en Europe, doit également être remis en vigueur. Beaucoup d'autres choses sont cruciales, mais je ne vois aucune approche à cet égard, et c'est le problème. Der frühere amerikanische Botschafter in den USA, Jack Matlock, L'ancien ambassadeur américain en Union soviétique, Jack Matlock, a récemment donné une interview à un chercheur suisse au Japon, Pascal Lothar, qui se consacre aux études sur la neutralité. Jack Matlock a déclaré que la guerre en Ukraine, qui a été intensifiée par Poutine en 2022, est fondamentalement une guerre de défense stratégique. Selon lui, c'est une conséquence tardive de l'occasion manquée d'intégrer la Russie dans une structure de sécurité commune en Europe dans les années 90. Il contredit ainsi clairement l'affirmation selon laquelle Poutine mène ici une guerre de conquête impérialiste. C'est une guerre de défense stratégique visant à expulser les Américains de cette zone tampon. Que pensez-vous de cette évaluation? herauszuvertreiben. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung? Ich sehe das genauso. Die Russen haben zwei strategische. Je vois cela de la même manière. Les Russes ont deux objectifs stratégiques. Premièrement, maintenir l'équilibre stratégique nucléaire avec les États-Unis. Un problème particulier est la mise en place du système de défense antimissiles balistique de l'OTAN, qu'ils considèrent comme une menace pour cet équilibre. Le deuxième objectif des Russes est de repousser les États-Unis au moins hors d'Europe de l'Est. C'est tout à fait clair. J'ai moi-même mené le premier tour des négociations d'adhésion pour l'élargissement de l'OTAN. J'en ai tiré la conclusion que les Russes voient toujours cette situation complexe qui a émergé à la fin des années 90 sous des angles historiques et stratégiques. Und unter strategischen Gesichtspunkten sehen. Historisch, wer hat uns angegriffen? Eine Überbetonung. Historiquement parlant, qui nous a attaqués? Une surestimation de notre propre besoin de sécurité et stratégiquement, quel pays modifie l'équilibre existant à notre détriment? Par exemple, l'Ukraine est bien sûr un énorme enjeu géostratégique, où les missiles nucléaires américains, les stations ABM en Pologne ou en Roumanie qu'ils voulaient encore installer. Je le vois de la même manière. Il ne faut pas oublier non plus que les Russes se sont en fait rapprochés de l'OTAN après 1991. Ils ont essayé d'établir une bonne relation. Nous avons conclu le traité de base ensemble. Nous avions une coordination politique étroite entre la Russie et l'OTAN. Et nous avions une coopération militaire très étroite, ce que les gens oublient toujours. Enge militärische Zusammenarbeit, was die Menschen ja immer wieder vergessen. Russische Soldaten haben unter dem Kommando eines NATO-Befehls. Des soldats russes ont participé à des opérations militaires de l'OTAN sous le commandement d'un officier de l'OTAN, par exemple au Kosovo.
Nous avons également coopéré étroitement avec la Russie de différentes manières. Après le naufrage du Kursk, nous avons effectué des exercices communs. C'était une coopération très étroite. Puis, au début de ce siècle, un changement est survenu. Cela a commencé avec la résiliation unilatérale du traité ABM. Real ignorieset of du tentative d'abdiquer d'Evaminsterspère à Diever. Ensuite, les utilisations de retraite ont suivi le traité INF. Vertragskündigungen zu, wie beispielsweise der INF-Vertrag. Das war Encore en 2019, sous l'administration Trump. ja, völlig unnötig war das. Oui, c'était complètement inutile. Et je peux seulement dire qu'en Allemagne, les politiciens ont dit que la résiliation était inévitable. Non, elle n'était absolument pas inévitable, car tous les systèmes américains et russes avaient été détruits jusqu'en février 2005. C'est pourquoi le mécanisme de vérification très efficace n'a plus été exercé, car il n'y avait plus rien. Nicht mehr ausgeübt, denn es war ja nichts mehr da. Als die Amerikaner dann sagten, ja, die Russen rüsten. Lorsque les Américains ont ensuite dit que les Russes réarmaient à nouveau dans le domaine des missiles à moyenne portée et avaient violé le traité, c'était la chose la plus simple de remettre en marche le mécanisme de vérification. Les Russes étaient prêts à cela. Ce mécanisme permettait non seulement de contrôler les systèmes stationnés, mais aussi d'accéder aux usines où les armes sont fabriquées et aux instituts où les armes sont développées. C'est le traité avec la plus grande force de vérification jamais conclu. Il a été annulé, tout comme le traité sur le ciel ouvert. Nous n'avons pas besoin d'en parler davantage. Du point de vue russe, tout cela visait à changer la relation et l'équilibre. Das Verhältnis, das Gleichgewicht zu verändern. Hat das Gleichgewicht fast zum Kippen gebracht. A failli faire basculer l'équilibre. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la chancelière de l'époque, Angela Merkel. La Crimée a également été évoquée. C'était à la suite de l'annexion de la Crimée ou de l'adhésion de la Crimée à la Russie. Madame Merkel a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit que pour nous, Allemands, et l'Allemagne est un pays important, nous n'avons pas besoin de souligner qu'en Europe, c'est toujours la plus grande économie, bien que certains à Berlin s'efforcent de changer cela. Pas pour longtemps. Mais néanmoins, l'Allemagne est un pays très important qui a toujours eu une relation spéciale avec la Russie dans le passé. Madame Merkel a dit que pour nous, c'est une situation très difficile. Für uns ist das eine ganz schwierige Situation, denn wenn wir mit den Russen Friedensverhandlungen Car si nous cherchons ou promouvons des négociations de paix avec les Russes, alors que certaines régions sont encore occupées, cela déclenche en quelque sorte l'horreur de l'histoire. On a l'impression que Berlin et Moscou se serrent la main et redessinent à nouveau les cartes et les frontières, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être une évaluation de votre part. Comment pouvons-nous revenir à un équilibre sans que la Pologne et les États baltes aient peur que l'Allemagne et la Russie se réunissent dans un nouveau pacte Ribbentrop-Molotov? Quelles sont les options stratégiques pour l'Allemagne? Que devrait faire, selon vous, le chancelier Olaf Scholz pour contribuer ici sans effrayer les petits États? zu leisten, ohne die kleineren Staaten zu vergraulen. Nun, ich habe ja begonnen mit dem bilateralen Verhältnis nach. Eh bien, j'ai commencé par la relation bilatérale OTAN-Russie, qui était très positive. Ensuite, il y a eu une grande opportunité, la Charte de Paris. Nous n'avons pas saisi cette opportunité. Elle aurait conduit à un espace de paix et de stabilité en Europe, d'ailleurs avec la participation des États-Unis. La Russie avait accepté cela. Dans ce système, tant la Russie que l'Ukraine auraient évidemment eu leur place. C'est le point crucial. Nous avons manqué cette opportunité forte. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Diese Chance haben wir verpasst. Und das heißt, Et cela signifie maintenant que peut faire l'Allemagne? Que devrait, selon vous, promouvoir le chancelier Scholz? vorantreiben. Er ist eigentlich verpflichtet nach der Verfassung. Il est en fait obligé par la Constitution qui nous dit que nous devons servir la paix dans le monde. C'est le véritable objectif de cette Constitution. Il devrait essayer de mettre fin à cette guerre, et il en a la possibilité. J'ai toujours espéré qu'il pourrait le faire avec la France, dans ce tandem.
Les deux États sont en fait la locomotive européenne. Cela semble maintenant, notamment à cause de cet événement à Paris, où les oppositions se sont heurtées de plein fouet, être difficile. Si j'ai bien entendu les mots de Macron, c'était aussi très dirigé contre Scholz qu'il a dit lorsqu'il parlait des casques qu'on voulait d'abord livrer, puis des chars, et ainsi de suite. Je vois l'opportunité dans le fait de reprendre ce que les Chinois ont proposé il y a un an. Cela a été immédiatement déchiré en Allemagne comme un plan de paix. Mais ce n'était pas du tout un plan de paix. Il y avait quelques points importants. Je n'en mentionne que deux qui sont très importants. Le premier point est que les deux résolutions de l'ONU qui ont été adoptées par tous au début de la guerre devraient servir de base. Dans ces résolutions, tous, y compris l'Allemagne, se sont engagés à mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et à instaurer la paix. Le deuxième point, en fait plus important, est qu'il faut commencer là où on s'est arrêté à Istanbul fin mars, début avril. Cela présente l'avantage majeur que les obstacles que les deux parties ont érigés entre-temps pourraient être mis de côté dans un premier temps. Par exemple, le 4 octobre 2022, Zelensky a émis un décret interdisant les négociations avec la Russie dans sa région. La Russie a annexé deux autres régions, à savoir Zaporizhia et Kherson, et les a déclarées territoire russe. D'autres obstacles sont le cours même de la guerre, qui se déroule en faveur de la Russie. Ces obstacles réapparaîtraient au cours des négociations, mais ils ne feraient pas obstacle au début des négociations. C'est le point crucial. Autant que je sache, le chancelier se rendra à Pékin sous peu, et il devrait avoir ce message dans ses bagages. Mais le chancelier Scholz ne devrait-il pas simplement dire à Zelensky qu'il doit négocier? Ou ne peut-il plus le faire, compte tenu du fait qu'il a toujours exprimé son soutien indéfectible dans divers discours? Un tel revirement est-il même politiquement envisageable? Non. Il se rendrait peu crédible. C'est une chose. Car il a toujours dit que nous soutenons l'Ukraine aussi longtemps que possible. Notre objectif est d'empêcher que l'Ukraine perde et d'empêcher que la Russie gagne. C'est bien sûr un mélange difficile qu'il a proposé là. C'est une histoire. L'autre est que nous entendons déjà de Kiev que le soutien occidental ne se fait plus dans la mesure nécessaire. Il ne fait que goûter et est complètement remis en question. Cela signifie que s'il le faisait, il attirerait les accusations sur lui. Il ne veut évidemment pas cela non plus. Donc je pense qu'il faut coordonner cela avec les États-Unis, car les deux principaux acteurs de cette guerre sont sans aucun doute les États-Unis et la Russie. Cela doit bien sûr être fait. Dernier point. Vladimir Poutine, le président russe, a dit quelque chose de surprenant lors d'une interview avec Tucker Carlson. Cela a également été balayé chez nous. Il a dit que nous pouvions revenir à cet accord de paix d'Istanbul d'avril 2022. C'était une erreur que le président Zelensky soit simplement parti. C'était une erreur des Américains et des Anglais de lui suggérer cela. Mais une telle erreur peut être corrigée, et il serait prêt à reprendre ces négociations. Il y a certaines interprétations. Croyez-vous Poutine quand il dit cela? Ou faut-il, en tant que militaire, toujours dire, en temps de guerre, il y a toujours tromperie et mensonge? Croyez-vous à ces sirènes de paix de Poutine? Alors les Russes n'ont évidemment pas plus d'intérêt à continuer de perdre des soldats quotidiennement. La population russe ne supportera pas cela ad infinitum non plus. C'est tout à fait clair. De plus, la Russie se rapproche de son objectif stratégique, si je l'interprète correctement, c'est-à-dire la consolidation du Donbass et ainsi de suite. Bien sûr, ce qui a été convenu à Istanbul, ce soi-disant communiqué d'Istanbul, sera pris en compte. Il a été paraphé par les deux parties prenantes. Cela signifie qu'il a une reconnaissance provisoire des deux côtés.
Mais je le crois pour la raison que je viens de mentionner, et c'est aussi la raison pour laquelle je le mentionne. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das erwähne. Das heißt, wenn Scholz mit Xi Jinping Cela signifie que lorsque Scholz parle avec Xi Jinping et dit « Mon cher Xi Jinping, parle encore une fois avec Poutine, rappelle-lui ce qu'il a dit dans l'interview et demande la volonté officielle de recommencer là où cela s'est arrêté. Mais cela ne peut pas être en Chine, cela ne peut pas être en Russie, ni à Genève cette fois, mais cela doit bien sûr être à nouveau à Istanbul. Cela signifie que le président turc doit également être prêt à reprendre le flambeau. Mon impression est qu'il est prêt à le faire. Cela signifie que nous avons besoin de 4 personnes agissantes. Scholz qui donne l'impulsion, Xi Jinping qui transmet le message à Poutine et le président turc Erdogan qui dit finalement « D'accord, faites-le chez nous ». Ce serait la solution. Macht es bei uns. Das wäre die Lösung. Très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Kujat, pour cette conversation. Gespräch.